Amis internautes, bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette séance du mois de décembre du chat vidéo du maire. Et bien maintenant je suis à vos dispositions pour répondre à vos questions. Une première question posée par Sophia. Bonjour monsieur le maire, y aura-t-il un feu d'artifice le 31 décembre prochain? Oui, Sophia, tout à fait. Il y aura, comme il est tradition maintenant depuis des années, je crois que c'était en 2000 qu'a eu lieu le premier feu d'artifice sur la place Sérocourt. Donc il y aura un très grand feu d'artifice, un concours qui a lieu, voilà, je crois que c'est attendu par les berruyers. Et c'est un grand moment de regroupement et d'échange de berruyers sur cette place centrale de la ville de Bourges. Et je trouve d'ailleurs ça très agréable que les gens puissent à un moment donné arrêter momentanément leur réveillon pour venir se retrouver, faire la fête sur la place Sérocourt. Donc feu d'artifice, et puis cette année une innovation, puisqu'il y aura jusqu'à à peu près 2 heures du matin un DJ qui créera l'animation, donc un petit complément pour faire la fête. Question posée par Laurine. La rue Louis Mallet est vraiment en très mauvais état. Que proposez-vous en termes d'aménagement et de sécurité de cet axe? Oui, vous avez tout à fait raison. La rue Loumalet est une problématique que je connais très bien pour l'avoir, on va dire, pratiqué ce sujet au cours du précédent mandat. Vous avez raison. Il faut à la fois la rue Loumalet est en très mauvais état. Beaucoup de travaux ont eu lieu. Encore plus récemment, des conduites d'eau potable qui ont été refaites et des travaux essentiels et nécessaires pour la qualité de vie des berruyers, et notamment des riverains qui habitent ce grand axe. C'est un grand axe de circulation, une entrée très forte, c'est quasiment 10 000 véhicules jour qui empruntent cette rue dans les deux sens. Et puis ce secteur a beaucoup évolué. D'abord, des lotissements ont été créés ces dernières années, des commerces, des pharmacies vétérinaires, donc des choses importantes qui montrent l'importance de ce quartier. Et alors, le revers de la médaille, c'est la sécurisation de tout le passé, d'abord des piétons qui empruntent aussi cette rue, et puis des camions et des véhicules. Donc il est prévu, donc sans doute on le fera au cours de ce premier mandat, une première tranche de travaux qui consistera notamment à mettre en place un certain nombre de giratoires sur cet axe pour sécuriser notamment la sortie des lotissements. Et puis on en profitera pour remettre les trottoirs aux normes, puisque si vous connaissez bien cette rue, sur les trottoirs vous avez souvent des poteaux électriques ou de téléphones qui empêchent les personnes à mobilité réduite ou les mamans ou les papas tout simplement avec des enfants dans les poussettes de pouvoir circuler librement, et donc ça crée des vrais soucis. Donc voilà, c'est un grand plan d'investissement qu'il faudra démarrer sur ce mandat. Bon, on peut estimer à plusieurs millions d'euros la réfection de cette rue, mais je partage complètement votre avis. Il faut vraiment aujourd'hui la requalifier d'une façon, on va dire, en termes de qualité et en termes de qualité des matériaux utilisés en particulier, et surtout en termes de sécurisation de cet axe que je redis très passager. Une question posée par Cédric Bastier. Serait-il envisageable de repenser les places de stationnement qui jouxtent le dojo, avenue du 11 novembre? En effet, il est particulièrement difficile de stationner, surtout les week-ends, lors de nombreuses manifestations sportives au centre nautique et au dojo. Il y a, à mon sens, plusieurs places perdues, conteneurs, vide-bouteilles. Merci cordialement. Bonsoir Cédric, oui, ce parking est très utilisé, comme vous le dites, à la fois pendant les manifestations sportives qui ont lieu soit au centre nautique Raymond Boisdet, soit donc au centre de ce qu'on appelle communément le dojo, d'où la nécessité de ce parking que nous avons dû donc aménager dans le cadre des travaux des deux infrastructures que je viens d'évoquer. Bon, il y a sans doute des choses à améliorer, je suis d'accord avec vous, puisque je m'y trouvais d'ailleurs récemment, et notamment les bennes à verre que vous citez, qui occupent quelques places de stationnement, pourraient être à la fois déplacées et puis surtout peut-être intégrer des conteneurs enterrés, comme nous le faisons maintenant régulièrement dans la ville de Bourges. Donc voilà, il y a un vrai sujet à traiter. On ne doublera pas la surface du parking, bien évidemment, mais il y a sans doute des axes d'amélioration et nous allons étudier ça, effectivement. Une question posée par Olivier du quartier Pignou. Pourquoi ne fermez-vous pas définitivement la place Gordon à la circulation? J'ai vu qu'elle était à nouveau fermée pour les fêtes.
autant la fermer définitivement. Oui, je pense que vous avez raison. Nous avons essayé cet été, hein, donc après une grande concertation qui a eu lieu notamment avec les commerçants de la place Gordenne, de fermer cette place sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc c'était à titre d'essai. Il ne faut jamais aller trop vite, hein. D'abord parce que il faut voir comment fonctionne le quartier avec une place définitivement fermée. Et puis, il faut faire accepter aussi le principe. Donc ça a très bien marché cet été. D'ailleurs, si vous avez pu le pratiquer, cette place a été très agréable. Quand vous êtes sur une terrasse de café, par exemple, quand vous n'avez plus l'inconvénient des voitures qui passent avec leur gaz d'échappement devant le nez, c'est quand même plus agréable. Et puis, ça a permis aussi de mettre en place des animations, de les déployer, parce qu'il y en avait déjà, mais de les déployer d'une façon plus sympathique pour les passants. Alors, nous avons voulu rééditer l'expérience pendant les fêtes de fin d'année, hein, c'est ce qui est le cas aujourd'hui. Effectivement, il n'y a plus la problématique des terrasses de café à cette époque-là, mais il nous semblait bon de réessayer, justement dans une autre période de l'année, et puis de repenser un peu le positionnement des animations. On a eu le cas notamment dans le cadre du Noël blanc, hein, ce week-end, et les commerçants vont créer d'autres animations encore pendant cette fête de fin d'année. Et je pense que réellement, une fois qu'on va remettre en place cette expérience l'été prochain, sans doute sur une durée plus longue, on envisagera, mais toujours en concertation, parce que c'est très important, avec l'ensemble des commerçants et des riverains, la mise en place définitive de la fermeture de cette place Gordenne. Une question posée par Frédéric. Un élève du conservatoire de musique coûte 3 000 €, dites-vous. Un enfant berryer qui suit un cursus paye 180 €. J'ai appris que la subvention de l'État était réduite de 50% en 2014. Qu'en sera-t-il en 2015 et que comptez-vous faire pour combler cette baisse de subvention ? Là, vous touchez le doigt à une problématique très importante. Voilà, on parle de culture, on parle de participation effectivement de l'État au fonctionnement de ce conservatoire national de musique et de danse. Et une fois encore, donc l'État progressivement se désengage du soutien qu'il apporte à ce type d'infrastructure qui pour moi est très importante, hein, dans la vie de la cité, et pour les verrouillés et pour ceux qui ne le sont pas. Vous le citez justement, et vous avez raison de le rappeler, hein, donc un élève du conservatoire coûte en moyenne 3 000 € par an, et puis on va dire le ticket d'entrée aujourd'hui est à 180 €. Donc vous voyez l'effort considérable que doit faire la municipalité pour à la fois assurer, on va appeler ça un service public, hein, la possibilité pour un élève, qui soit d'ailleurs jeune ou adulte, de pratiquer un instrument, de pratiquer de la danse, et bientôt pratiquer le théâtre, et puis arriver budgétairement à équilibrer cette infrastructure. Donc il faut vraiment qu'on prenne ça en considération. C'est vraiment très compliqué, hein, de jouer ça en permanence avec un État qui se désengage. Et en plus, la plupart du temps, si vous voulez, on change la règle au milieu de la partie. Et ça crée des vrais problèmes aux collectivités et à Bourges en particulier. Alors il faut repenser, soit être plus performant, tout en assurant ce service qui est rendu aux verrouillés et aux non-verrouillés, et puis peut-être voir adapter encore les tarifs de manière à ce qu'on équilibre le fonctionnement, parce que la collectivité, elle seule, ne peut pas supporter tous ces coûts qui, une fois encore, avec des dotations de l'État qui diminuent d'année en année. Une question posée par Franck. Bonsoir, où en est-on du projet de la Maison de la Culture ? J'ai lu dans le Berry que le retard dû à l'abattage des arbres faisait perdre plus de 130 000 € par mois à la ville. Est-ce vrai ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai demandé à mes services d'évaluer la perte financière que représenterait le fait de perdre du temps sur le programme. Donc c'est tout à fait ça. Un mois de retard, c'est 136 000 €. Je pense qu'en fait, les informations que j'ai pu avoir récemment de la préfecture, c'est que le dossier en termes d'instruction avance. Maintenant, une fois encore, il faut qu'on passe par cette phase d'abattage d'arbres, et on ne pourra pas, pour des questions de sécurité des biens et des personnes, abattre ces arbres tant que l'on n'aura pas sécurisé ce site. Aujourd'hui, quelques personnes
protège, on va dire, ou empêche le développement, le déroulé de ce processus. Et ceci étant, ça nous coûte donc très cher déjà sur le projet. Je vais prendre un exemple. Si on n'abattait pas les arbres d'ici le mois de mars, eh bien on aura déjà perdu 500 000 euros sans rien faire. On n'aura encore pas donné un coup de pelle dans ce chantier. Donc c'est dramatique. Et vous savez, je faisais une réflexion encore cet après-midi. J'espère vraiment, vraiment que l'État va prendre ses responsabilités, l'État localement, pour faire en sorte de libérer cet espace le plus vite possible, parce que ça risque de mettre en cause un sujet qui est lié à cette maison de la culture et avec lequel j'ai déjà débattu avec les pratiquants de skatepark. Les pratiquants, qu'ils soient club ou individuels, souhaitent un vrai skatepark. Donc nous les avons rencontrés, Nathalie Bonnefoy, maire adjointe à la jeunesse et au sport, les a rencontrés. On doit avec eux définir le lieu et la conception de ce nouveau skatepark qu'on imaginait mettre en place en 2018. Mais si on commence à perdre de l'argent sur ce projet, eh ben c'est d'autant moins qu'on mettra sur le projet du skatepark. Donc c'est ça qui est important aussi de comprendre. C'est que pour ceux qui aujourd'hui, pour des raisons qui les regardent, je peux comprendre qu'un certain mécontentement, je peux tolérer ça et entendre. Mais l'impact du retard, 136 000 euros par mois, vous l'avez dit tout à l'heure, si on ne démarre pas avant le mois de mars, c'est 500 000 euros. C'est toujours 500 000 euros qu'on ne mettra pas dans un skatepark. Et c'est à peu près le prix d'un nouveau skatepark, entre 400 et 500 000 euros. Donc je dis, attention, danger, chacun devra prendre ses responsabilités et bien mesurer l'impact de ce que chacun peut faire. Une question posée par Celsius. Nexter vient de se voir signifier le programme Scorpion. Combien d'emplois sont prévus pour cette opération à 5 milliards d'euros ? Bon, là, il faudrait vraiment poser les questions aux dirigeants de Nexter. Donc, je ne suis pas à même de répondre directement à cette question. Simplement, ce que je veux dire, c'est que c'est très important. Très important. Je sais que ça fait très longtemps que ce marché était en cours de négociation. Les dirigeants, les commerciaux de Nexter et les salariés, d'une façon générale, ont beaucoup travaillé d'une façon intensive, avec beaucoup de pugnacité, pour pouvoir arracher ce marché. Donc c'est fondamental, parce que même si je ne sais pas si ça augmentera considérablement le nombre de salariés et d'emplois, en tout cas, une chose est certaine, c'est que ça va participer à la pérennisation des emplois. J'attache beaucoup d'importance, et vous le savez, notamment à l'industrie de l'armement, d'une façon générale, puisque c'est le cœur, on va dire, de l'industrie de Bourges depuis très très longtemps. Nous avons des entreprises performantes, que ce soit Nexter, que ce soit la DGA, que ce soit Lucher, que ce soit MBDA. Ce sont des entreprises très importantes de haute technologie, dont on entend peu parler, mais qui se battent et qui apportent énormément à notre pays en termes de notoriété, en termes d'image, en termes de développement et d'explication de la technicité et de l'attractivité de ces entreprises, et qui participent localement, et on peut s'en réjouir, justement, au moins à pérenniser l'emploi si ça n'est pas d'en créer. Une question posée par Paul. Bonsoir, allez-vous planter des arbres dans la ville ? J'ai lu que vous en aviez planté dans une école récemment. Oui, très important, la politique de l'arbre dans la ville. C'est une politique qui a été lancée par mon prédécesseur il y a déjà quelques années, qui s'est traduite à la fois par la nécessité de planter un arbre à chaque fois qu'on en abat un, et puis d'autre part de mettre en place pour les entreprises une charte de l'arbre qui, en synthèse, oblige l'entreprise à protéger les arbres quand il y a des travaux. Cette politique de plantation d'arbres est très importante et efficace, puisque nous suivons donc depuis des années le nombre d'arbres qu'on abat, le nombre d'arbres que l'on plante. Le bilan, à l'heure où je vous parle, est de plus de 190 arbres. Ça veut dire qu'on n'a pas attendu pour planter des arbres. Et puis nous avons une opération, mais qui était prévue depuis longtemps, de plantation d'arbres dans la ville, notamment sur le court terme, puisque effectivement vous citez l'opération que nous avons fait récemment dans les écoles, l'école Samba, l'école des Gibjons, excusez-moi. Nous avons planté une petite dizaine d'arbres, mais nous avons prévu, entre maintenant et le printemps, de planter quasiment 400 arbres de plus dans la ville. Une question posée par Hélène. Bonsoir, allez-vous être candidat aux élections départementales ? C'est une très bonne question, et je vous remercie de me l'avoir posée. Écoutez,
là-dessus, il faut être très prudent. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer ces élections d'une façon intensive avec l'ensemble des partis politiques présents donc, sur la ville et sur le département. Cette élection est très importante. Hein. Nous devons, même si aujourd'hui on constate que en termes de participation sur ces élections départementales, c'est jamais une participation aussi forte que les présidentielles et municipales, mais les compétences qu'a le Conseil général sont très importantes, et notamment dans le domaine social. Donc voilà, donc nous sommes en cours de travail avec les différents partis politiques et représentants locaux. Nous regardons quels seraient les meilleurs candidats, hein, parce que c'est ça qui est important. Il ne s'agit pas, je dirais, de vouloir, pour sa propre personne, cumuler des mandats. En tout cas, ce n'est pas du tout dans ma conception de la chose. Mais si on veut gagner une élection, il faut envoyer les meilleurs candidats. Donc aujourd'hui, nous sommes en cours de discussion, une fois encore. Ma décision n'est pas arrêtée. Très clairement, ce n'est pas quelque chose qui me fait vibrer. Aujourd'hui, sachez bien que mon mandat de maire et de président d'agglomération beaucoup, et me passionne, hein, puisque j'aime être au contact des administrés, donc je le fais intensément tout au long des journées. Avoir un nouveau mandat qui est une fois encore très important, risque effectivement, pourrait risquer de me mettre en difficulté sur la performance de ma mission qui m'a été confiée. Donc pour l'instant, pas de décision de prise. Si vraiment j'étais candidat, c'est parce que ça serait une stratégie qui m'obligerait à le faire, mais c'est vraiment pour l'instant pas dans mon état d'esprit. Une question de Marie. Monsieur le maire, la mise en place des rythmes scolaires coûte cher à la ville et n'est pas facturée aux parents. Comptez-vous demander une participation aux familles de la même manière que pour les accueils avant et après classe, selon le quotient familial par exemple, pour que ce soit plus juste? En tarifant entre 0,75 et 1,5 €, cela pourrait rapporter 78 000 € à la ville. Ce n'est pas négligeable. Écoutez, merci de cette question, et puis merci de l'analyse et du travail que vous avez fait pour apporter justement des éléments très précis sur ce sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, la mise en place des rythmes scolaires, que je trouve d'ailleurs très bien au demeurant, hein, puisque il s'agit surtout de traiter le temps passé par l'enfant à l'école. Hein, donc, moi, j'étais très favorable effectivement à ce qu'on adapte ces rythmes scolaires. Mais par contre, voilà, la contrepartie, c'est que c'est un coût, hein, c'est un coût très important. Ça nous coûte 700 000 € à peu près par an, donc c'est énorme. Vous savez, 700 000 €, je vous donne un chiffre, c'est à peu près 2 points d'impôt, donc 2% d'impôt. Donc c'est considérable. Et puis là encore, l'État se désengage, puisqu'il y avait une aide qui est apportée jusqu'à cette année scolaire, et il est question que cette aide soit supprimée. Donc à un moment donné, effectivement, une fois encore, il faut vraiment se poser la question, comment on fait? Nous sommes aussi en réflexion, de se dire aujourd'hui, nous sommes restés sur la gratuité, nous travaillons sur le sujet. Vous savez, d'autres communes l'ont fait, hein. Je pense à le maire de Lyon, qui est socialiste en l'occurrence, fait payer les familles qui bénéficient de ce service entre 2 et 19 €. Donc c'est pas innocent, parce que les difficultés, elles sont pareilles partout dans les collectivités, que ce soit des villes de droite, des villes du centre ou des villes de gauche. Donc je ne m'interdis pas effectivement à recourir éventuellement à participer, à demander la participation financière des familles. Les temps sont très compliqués et il y a des choses qu'on pouvait faire avant qu'on ne peut plus faire maintenant. Bon, ceci, une fois encore, est en cours de réflexion. Il n'y a pas de décision de prise, et le moment venu, j'annoncerai effectivement la décision qui aura été prise. Une question posée par Patrice du quartier d'Asnières. Bonjour. Quand aurons-nous la fibre optique sur Asnières? Cela devient urgent et c'est terriblement pénalisant. Je vous remercie d'une réponse concrète. Alors, la fibre optique, c'est un plan qui a été, un marché qui a été signé avec le fournisseur historique, Orange, pour ne pas le nommer, il y a 2 ans maintenant, hein, qui consiste à couvrir l'ensemble du territoire berruyer de la fibre optique. Ça ne coûte rien à la ville, hein, je tiens à le dire tout de suite. Hein, tout ce chantier et le déploiement de cette fibre optique se fait sous la responsabilité financière d'Orange.
Mais il faut avancer, hein. Sur 5 ans, on ne peut pas faire toute la ville. Donc là, nous avons terminé ce qu'on appelle la zone 1, ça s'est terminé il y a quelques mois. Donc nous avons aujourd'hui plus de 1000 abonnés qui sont connectés à cette fibre optique. Cette zone 1 était plutôt sur le sud de la ville, hein, on va dire du Golfe, grosso modo, sur le Val d'Oron, en remontant à peu près jusqu'à l'avenue Marcel-Eglen. La deuxième zone que nous avons définie et pour laquelle Orange est en train d'installer les armoires, c'est une zone qui va couvrir à peu près donc l'avenue Marcel-Eglen jusqu'au centre-ville, on va dire, jusqu'à la gare, à peu près ce secteur-là. Donc ça va démarrer là et ça va se terminer dans 12 mois. Et puis la troisième zone concernera effectivement tous les quartiers nord, dont Asnières, dont vous faites partie. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en 5 ans, l'ensemble de la ville sera couverte en fibre optique. C'est quelque chose de très important, puisque aujourd'hui, cette fibre permet l'usage du haut débit, et c'est nécessaire aujourd'hui, autant si on est particulier, parce qu'on utilise Internet, parce qu'on est abonné pour regarder la télévision, mais aussi à la fois pour les gens qui travaillent à la maison, ce qu'on appelle le télétravail, et ce qui permet de créer aussi de l'emploi en diminuant effectivement les charges. Donc voilà, nous avons cette chance d'avoir été choisis comme ville pilote. Nous développons ça le plus vite possible, mais voilà, il faut 5 ans pour couvrir la ville. Une question de Manu, 18. Bonjour, la rue moyenne piétonne, c'est possible? Tout est possible. Tout est possible, c'est à la fois une question de coût et c'est une question d'organisation de la ville. Je vous avouerai qu'aujourd'hui, moi, je n'y suis pas très favorable en tant que tel. Je vais vous expliquer pourquoi, et notamment tant que le parking Cujas, tant que la place Cujas sur un parking, peut-être qu'un jour, cette place Cujas, et je sais que beaucoup en appellent à un autre aménagement, pour avoir une place centrale, créer des animations en centre-ville, qui pourrait être un peu la place du village de la ville de Bourges. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a besoin de ce parking Cujas, et vous comprendrez la difficulté. Si on prendrait la rue piétonne moyenne, ça veut dire que les voitures qui stationnent sur la place Cujas devront forcément accéder sur ce parking d'une autre façon. Et l'autre façon, c'est une des possibilités aujourd'hui, c'est d'utiliser la rue Porte Jaune, mais plus compliqué pour sortir de ce parking. Les véhicules devraient emprunter la rue Jacques-Cœur, et donc à contresens. Il faut changer le sens de la rue, mais vous voyez bien qu'en termes de trafic, hein, puisqu'aujourd'hui vous avez à peu près 5000 véhicules jour qui utilisent la rue moyenne, ça me paraît très compliqué que la rue Jacques-Cœur puisse supporter un tel trafic. Je crois plus à transformer la rue moyenne en zones de rencontre, hein, qui sont ce qu'on appelle des zones 20, hein, où la vitesse est limitée à 20 km/h, et où le piéton est prioritaire sur le deux roues et le deux roues prioritaire sur la voiture. Ça se pratique dans beaucoup de villes de France, les villes plus importantes, et ça permet à la fois d'apaiser la circulation automobile, d'apaiser les vitesses, et puis aux piétons de profiter des magasins et de la rue moyenne en particulier en toute sécurité. Bon, nous n'en sommes pas là, ça c'est un chantier qui est en cours de réflexion, notamment avec un groupe de travail qui a comme objet la réorganisation du fonctionnement de l'hypercentre, hein, qui regroupe aussi des verrouillers, des commerçants, des représentants de la Chambre de commerce et d'industrie, voire même des architectes. Donc c'est quelque chose de très important, parce que vous le voyez, comme je vous l'ai expliqué, il ne s'agit pas de traiter une rue, c'est voir surtout les conséquences que ça peut avoir dans l'ensemble de l'ensemble du quartier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et très clairement, et sans préjuger du travail qui va être fait par ce groupe de travail, je suis très réservé sur la piétonisation de la rue moyenne. Une question de Christine. Bonjour, j'habite rue des Écoles. J'ai entendu parler de la mise en place de disques bleus et de stationnement gratuit rue d'Oron. De quoi s'agit-il ? Alors pour la rue d'Oron, c'est un cas spécifique, et là voilà, nous réinsérons un peu le principe du disque bleu. Vous savez que c'était parti, ça avait quitté un peu nos villes depuis très longtemps, remplacé souvent par des parcs-mètres, par du stationnement payant. Le cas particulier de la rue d'Oron, ça fait suite effectivement à des échanges que nous avons eus avec les commerçants. Vous savez que la rue d'Oron a ses spécificités, c'est de regrouper notamment beaucoup de commerces de bouche,
Et donc la problématique que rencontraient donc les clients, et ça nous avait été dit par les commerçants, c'est que voilà, le client a une page de stationnement, il s'y gare, il sait que normalement s'il va acheter un pain, une baguette, il va acheter une tranche de jambon ou un steak, il ne va pas y passer très longtemps. Et donc il ne prenait pas la peine de payer le parcomètre. Et la conséquence, eh bien, effectivement, quand les ASVP faisaient leur travail, ils passaient dans cette rue, ils verbalisaient. Donc en fait, ça risquait de mettre en difficulté les commerçants du fait que le client pouvait donc aller faire leurs courses ailleurs. Donc à titre expérimental, nous avons donc décidé de mettre 10 places en zone bleue, hein, avec le disque bleu. Ainsi, effectivement, le client n'aura pas l'obligation de payer et puis pourra rester une demi-heure sans difficulté. Donc c'est, on va dire, un test qui pourrait être généralisé dans d'autres rues, mais vraiment là aussi il faut réfléchir en particulier pour chaque cas de figure. On ne peut pas non plus généraliser ce principe, sinon ça devient très compliqué à gérer en tout cas. Une question posée par Benoît Yernaud. Le parking à côté du péage est trop petit. Pouvez-vous faire quelque chose pour les personnes comme moi qui optent pour le covoiturage? Écoutez, d'abord je vous félicite si vous pratiquez le covoiturage. Si vous êtes quelqu'un de citoyen, et vraiment je veux vous féliciter. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à pratiquer le covoiturage. Ça montre l'importance de ce type d'organisation. Alors pour répondre à votre question, nous avons dans le cadre du projet d'aménagement de la ZAC du Moutet, hein, cette zone d'activité qui se trouve, pour vous les situer, derrière les commerces comme Léon, Courtepaille, c'est tout cet espace qui se trouve derrière que nous allons aménager dans le cadre de l'agglomération, notamment parce qu'il va y avoir la plateforme logistique de Carrefour qui va venir là, hein, avec la création, je rappelle, de 200 emplois. Il est prévu justement de créer un parking qui sera un parking de covoiturage, un parking extérieur, qui permettra effectivement aux personnes qui, je suppose comme vous, ont l'habitude de se diriger sur Clermont-Ferrand, sur Paris, de venir avec vos véhicules, de vous rencontrer, laisser les véhicules sur place et reprendre qu'un véhicule pour faire ce voyage. Donc c'est quelque chose qui va être mis en place dans, je ne vais pas dire dans les mois, mais dans l'année, probablement au cours de l'année prochaine ou début de l'année 2016. Et donc ça va permettre effectivement de désengorger ce secteur. Question posée par Anthony. Bonsoir, que pensez-vous de l'ouverture des commerces le dimanche, 12 dimanches par an? Est-ce que cela serait possible pour Bourges? Vous savez, ça, c'est un sujet qui fait débat régulièrement d'ailleurs, hein, notamment quand on approche les fêtes de fin d'année. Sur ce sujet, moi, je suis très prudent sur le fait justement de mettre en place systématiquement une législation. D'ailleurs, en fait, c'est le propre de la France. Hein. Dès qu'on a une problématique, on crée une loi qui vient se superposer à une loi précédente qui n'est déjà pas appliquée ou voire pas applicable. Enfin bon, c'est un peu le mal français. Je crois que sur ces aspects-là, moi, si je suis favorable effectivement à ce que les commerces soient ouverts le dimanche, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui soit fait en concertation à la fois avec les employeurs et les salariés, hein, avec les organisations syndicales qui doivent participer effectivement à ce débat. Ne voulons pas généraliser systématiquement une orientation à l'ensemble des villes, qu'elles soient petites, moyennes. Vous voyez, on ne peut pas traiter, on peut bien le comprendre, Paris qui est une capitale européenne, qui reçoit beaucoup de touristes étrangers, qui viennent quelques jours, qui ne se posent pas la question de savoir si on est samedi ou dimanche pour aller faire leurs achats sur les Champs-Élysées, et puis une ville de province comme Bourges, qui effectivement, même, elle est touristique, mais peut-être pas suffisamment, et on ne peut pas la comparer, qui effectivement pourrait bénéficier de l'ouverture des magasins le dimanche, mais voilà, il faut arriver à trouver le juste milieu. Et en tout cas, une chose me paraît importante. Je ne sais pas si vous le savez, donc nous allons mettre en place un office de commerce dès le courant de l'année prochaine. Et cet office de commerce aura comme intérêt, c'est de fédérer l'ensemble des commerçants de Bourges, hein, et qu'ils soient de centre-ville d'ailleurs ou de périphérie. Et je crois beaucoup à ça parce que ça va permettre effectivement sur des sujets comme ça d'arriver à tous les commerçants se mettre d'accord.
Parce que s'il y a 3 commerces qui sont ouverts sur Bourges le dimanche, ça n'a pas de sens. Les clients ne vont pas se déplacer en ville parce qu'il y a 3 commerces qui sont ouverts. Si l'ensemble des commerces, ou la très grande majorité, sont ouverts, ça change un petit peu la donne. Donc je crois que c'est ça qu'il faut voir, c'est en concertation et en voyant bien l'intérêt des uns et des autres qu'il faut se poser la question de l'ouverture des magasins le dimanche. Une question de Kevin. Bonjour, que pensez-vous de vos premiers mois de mandat? Êtes-vous satisfait et quels sont vos regrets? Alors, oui, satisfait, globalement satisfait, d'abord parce que je ne m'ennuie pas. Déjà, je vais vous le dire, alors je ne m'en doutais pas, je doutais de ne pas m'ennuyer, mais enfin là, en l'occurrence, c'est le cas. Satisfait parce que nous avons une vraie équipe dynamique maintenant, très clairement, avec des maires adjoints, des conseillers municipaux qui sont très actifs, et notamment les conseillers municipaux, ce que je n'ai pas forcément ressenti sur le mandat précédent, qui s'impliquent vraiment dans la vie de la ville, et tout ça en pensant systématiquement au bien déverrouiller. Donc c'est voilà, une expérience intéressante, et je ne regrette pas en tout cas, et en tout cas je ne vais pas le regretter parce que j'ai été élu et j'assume mes responsabilités. Alors bien sûr, j'aurais voulu que ça se passe un peu mieux, hein, notamment j'aurais souhaité dès le départ d'avoir une équipe municipale, on va dire, plus soudée qu'elle n'a été, ce qui a valu effectivement une décision, on va dire, douloureuse, difficile à prendre au mois d'octobre. En tout cas, là aussi, j'ai pris mes responsabilités et je les assume. Maintenant, nous avons une équipe qui reste à finaliser, hein, puisque prochainement nous allons renommer des maires adjoints sur des délégations importantes, et donc nous allons repartir d'une façon plus structurée. Mais c'est vrai que je me serais quand même largement passé de cet épisode qui finalement, une fois encore, n'est pas agréable. Malheureusement, certains n'ont pas compris et surtout n'ont pas voulu admettre que, voilà, que Pascal Blanc est maire de Bourges avec son équipe, et voilà, ça a été la conséquence. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui a un peu pollué ma première partie de mandat. Deuxième chose, alors après, puisque on parlait tout à l'heure de maison à culture, on peut en reparler 2 mots. C'est vrai que c'est un sujet important. Vous voyez comment ça anime la ville. Une fois encore, aujourd'hui, nous avons des opposants qui sont finalement pas très nombreux, mais qui viennent effectivement poser des problèmes sur le déroulé du processus. Et comme je disais tout à l'heure au précédent internaute, voilà, la décision a été prise jusqu'au plus haut niveau de l'État. Il y a un consensus de l'ensemble des collectivités, quelle que soit leur conviction politique d'ailleurs sur ce sujet. Et puis, moi je regrette qu'aujourd'hui, quelques individus remettent en cause la démocratie, tout simplement. Et ça, c'est très dangereux. En agissant comme ça, on n'est pas respectueux des règles de notre pays, de la République. Et on voit que quelques individus sont capables de bloquer une décision qui est surtout étatique. Donc ça, c'est un autre sujet, je dirais, un peu compliqué le début du mandat. Bon, sinon, très satisfait parce qu'on a mis déjà, depuis les quelques mois que nous sommes en poste, pas mal de choses en place. On parlait tout à l'heure de la place Gordon piétonne, on en parlait depuis des années, donc on l'a fait. C'est la tarification sur le parking Cujas qui permet une meilleure rotation des véhicules. On parlait tout à l'heure de la zone bleue, le disque bleu rue de Ron, des animations qui ont été faites, notamment pour les enfants sur la place Étienne Dolé cet été. Voilà, donc il y a des choses qui sont faites. Il reste beaucoup à faire, hein. Un mandat, ça passe très vite, mais bon, je vous réserve encore quelques surprises parce que je vous annoncerai des bonnes choses au cours de la cérémonie des vœux du 5 janvier. Une question posée par Marina. Bonjour, pouvez-vous nous donner plus d'informations sur les travaux du théâtre Jacques Coeur et la date prévisionnelle d'ouverture? Alors, date prévisionnelle d'ouverture, c'est mi-mars, hein, donc d'ouverture réelle au public. Ce sont des travaux qui sont très importants. J'ai eu l'occasion de me rendre sur place pour voir l'avancement des travaux, qui se passent d'ailleurs très bien, liés essentiellement à des problématiques d'accessibilité, notamment aux personnes à mobilité réduite, et des mises aux normes, en termes de sécurité et en termes électriques et d'installation électrique. C'est un vrai chantier qui nous coûte très cher aussi, mais il était nécessaire de le faire. Voilà, moi je vous rassure, les travaux avancent bien. Vous allez
à peine reconnaître le théâtre quand vous allez y retourner. Et c'est très important parce que je trouve que c'est un lieu pour avoir un peu pratiqué, hein, quand je pratiquais le chant choral, est un lieu magique, un très beau théâtre. Et je suis aussi, comme vous, très impatient d'y retourner, mais cette fois-ci en tant que spectateur. Une question posée par Pierre. À la sortie du collège de Jean Renoir, il y a des problèmes d'insécurité. Merci pour la présence de la police municipale. C'est pas une question, ce sont des remerciements. Et ils ne sont pas toujours très nombreux. Et à mon tour, je tiens à vous remercier de ces remerciements. Oui, il y a une problématique au niveau du collège Jean Renoir. Je voulais souligner l'important travail qui est fait par M. Payen sur le collège Jean Renoir, qui collabore étroitement avec la ville de Bourges sur ces sujets, à l'intérieur de son établissement et aussi à l'extérieur. Et donc, justement, toutes ces discussions, toutes ces problématiques, on les a traitées ensemble, de façon concertée. Et je pense qu'effectivement, comme vous le dites, on a pu résoudre ces problèmes, tout au moins les atténuer. Et ça, ça me semble très important. La sécurité, Bourges, est un point fondamental. On nous en a beaucoup parlé tout au long de la campagne municipale, on nous en parle encore. Donc nous allons développer beaucoup de choses. Je rappelle l'élargissement de la plage horaire d'intervention de la police municipale, qui va se traduire par une augmentation des effectifs de 10 agents. Ça va être la multiplication des caméras de vidéosurveillance, dont nous avons validé les implantations en comité d'éthique il y a quelques jours. Donc tout ça participe à la sécurité des biens et des personnes. Et je veux souligner là, une fois encore, la vraie collaboration entre la population, police municipale, police nationale, et puis tous les responsables d'infrastructure. Et c'est ensemble que nous gagnerons la sécurité. Question posée par Daniel du Val d'Oron. Bonjour, lors de la réunion sécurité du Val d'Oron, il avait été évoqué l'arrivée de nouveaux policiers nationaux pour renforcer les effectifs. Est-ce que cela a été fait? Alors, les policiers nationaux sont... Je ne suis pas sûr, bien sûr, ce n'est pas sur la responsabilité des maires. Je ne suis pas sûr que ce soit encore complètement effectif. En tout cas, ce que me disait la directrice départementale de la sécurité du département, les effectifs devaient être au complet d'ici la fin de l'année. Donc voilà, nous sommes à, on va dire, à peu près 15 jours, 3 semaines de l'échéance. Donc encore un peu de patience et les effectifs vont grossir un peu. Mais ce n'est pas qu'une question d'effectifs, c'est aussi une question de présence policière, vous l'avez dit, c'est pour ça que nous allons être plus présents avec la police municipale, mais c'est aussi la responsabilité de tout à chacun, et notamment voilà, sur les quelques incendies de véhicules qui sont encore à déplorer, de bien veiller en tant que voisin, ou de riverain d'une rue, à regarder ce qui se passe dans la rue, à signaler quelque chose qui paraît anormal, même si ça ne sert à rien au final, mais vraiment être ce qu'on a appelé appliquer l'opération de voisins vigilants. Et une fois encore, c'est ensemble que nous gagnerons la sécurité. Une question posée par Jean. Bonsoir, monsieur le maire. Je vois 2 théâtres dans le projet de la Maison de la Culture de Bourges. Ça en fera rien que 3 à Bourges. Je ne vois pas de studio d'enregistrement pour les artistes qui manquent cruellement. Pourquoi ? La Maison de la Culture a une vraie vocation. C'est un lieu de création artistique et culturelle. Donc elle répond à un cahier des charges qui est imposé par l'État, notamment quand on veut avoir le label national, ce qui était le cas de notre site actuel et qui sera le cas de notre nouvelle Maison de la Culture. Donc la conception est faite par un programmiste qui définit quels sont les outils qu'on doit mettre en place à cette Maison de la Culture. Et donc en l'occurrence, pour cette utilisation propre, il faut qu'il y ait 2 théâtres, un petit théâtre, un grand théâtre, il faut qu'il y ait 2 salles de cinéma, 120 et 160 places, des lieux de répétition d'accueil, des lieux d'exposition et une salle de répétition. Donc voilà la conception d'une Maison de la Culture pour qu'elle ait un label national. Il n'est pas prévu dans ce qu'il y a des charges, effectivement, des studios d'enregistrement, qui peuvent être d'ailleurs des organisations à titre complètement privé. S'il s'avérait une nécessité dans l'utilisation d'avoir une salle d'enregistrement, on pourrait réfléchir à le faire, alors sans doute dans un autre lieu. Voilà, donc moi je prends votre question et s'il y a un vrai besoin vérifié, validé, pas à titre exceptionnel, mais qu'il y a un vrai besoin global, c'est quelque chose qu'on peut envisager et qui doit participer au développement de la culture à Bourges.
Une question posée par Marianne. Les commerces d'Avaricom sont-ils tous pris? Quid des emplois à la clé? Alors les commerces Avaricom ne sont pas tous pris, hein, donc j'ai fait récemment le point avec le directeur. Nous sommes sur un taux d'avancement de 80% d'utilisation des cellules qui, il me disait, par rapport à d'autres centres commerciaux qui se sont créés plus récemment, c'est un bon taux parce qu'à 3 mois de l'ouverture, les centres commerciaux sont plutôt à hauteur de 60% d'avancement. Donc là, vous voyez qu'on est en avance. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut s'endormir sur nos lauriers, il reste encore des cellules disponibles, mais il était assez confiant sur le fait qu'on arrive à remplir d'ici à la date d'ouverture prévue le 18 février prochain. Les emplois, écoutez, les choses démarrent. Nous avons créé, en collaboration avec la mission locale, en collaboration avec la direction d'Avaricom, avec Pôle emploi et la Chambre de commerce et d'industrie et la ville de Bourges, un pôle qui permet effectivement un pôle central qui permet de proposer les emplois pour Avaricom et recevoir effectivement les publics qui sont intéressés. D'ailleurs, en l'occurrence, il y a un job dating qui a lieu dans les jours qui viennent, qui aura lieu donc, dans l'enceinte même de la mairie, donc pour les postes attendus pour Monoprix. Hein, donc tout ceci va se développer donc, dans les jours et les semaines qui viennent, donc soyez à l'écoute. Je le rappelle, hein, Avaricom, c'est à peu près entre 100 et 120 créations d'emplois. Donc c'est pas neutre pour la ville, c'est même très positif, on peut le dire. Donc il est important qu'on y travaille et là-dessus, je peux vous assurer que mes équipes et moi-même, nous travaillons d'arrache-pied pour que les choses se passent bien et vraiment je suis très confiant. Une question posée par Flavie. Que faites-vous pour les jeunes qui veulent monter leur boîte? Beaucoup de choses sur le territoire. J'aurais presque tendance à dire trop. Alors quand je dis trop, je vais m'expliquer. Il y a des tas d'infrastructures qui ont été créées dans les années passées et qui se créent maintenant, et puis avec des organismes qui s'occupent de ce genre de sujet. On a un vrai problème, je crois, c'est un problème de lisibilité. Justement du fait qu'il y a plein d'infrastructures en place qui risquent, à mon sens, de s'occuper parfois des mêmes choses ou qui risquent parfois de ne pas traiter les sujets. Donc moi aujourd'hui je suis partisan et Christelle Prenoy qui est en charge de l'emploi à la ville de Bourges en tant que maire adjoint travaille à la mise en place de ce qu'on appelle un guichet unique qui permettra sur un même lieu, alors qui peut être un lieu physique ou un lieu, on va dire, par exemple numérique, hein, ça peut être un site, hein, quelque part, permettra à celui qui veut reprendre une entreprise, qui veut créer une entreprise, d'arriver sur ce même lieu et d'avoir toutes les informations à sa disposition et être réorienté au bon endroit. Alors, pourquoi? Parce que la Chambre de commerce et d'industrie travaille dessus, parce qu'on a une couveuse d'entreprise, parce qu'on a 2 pépinières d'entreprise, parce qu'on est en train de créer un hôtel d'entreprise. Donc il y a du coworking, il y a un certain nombre de choses qui sont en place et je crois qu'il est temps, d'ailleurs quels que soient les porteurs de ces projets-là, qu'on travaille ensemble pour à la fois, je le répète, pour une question de lisibilité et puis d'autre part pour des questions de mutualisation et donc de coûts. Donc beaucoup de choses sont en place, mais il faut vraiment travailler sur une bonne vision, une bonne compréhension des services qui sont proposés par ces différents organismes. Une question posée par Selim. Bonjour, l'hôtel L'Allemand va être fermé 6 mois. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion de revoir totalement les collections des musées de Bourges? Oui, alors malheureusement, l'hôtel Allemand sera fermé donc, très prochainement. Il est peut-être d'ailleurs, alors on parle, il est peut-être déjà, et en tout cas il sera réouvert le 15 mai. Hein, c'est une directive que j'ai donnée pour des problèmes effectivement on va dire d'insectes, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, qui viennent attaquer les boiseries, et en particulier tous les cadres des œuvres que nous avons. Donc c'est un vrai problème. Donc ça nécessite effectivement le traitement de l'ensemble des pièces. Et donc nous devons vider le musée, nous devons sortir les pièces, les traiter et les réinstaller. Voilà, ça c'est une étape, je dirais, qui traite directement effectivement le problème que nous rencontrons aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut qu'on repense effectivement toutes les merveilles, tous les trésors que nous avons dans nos musées et tous ceux qui sont dans nos caves, que nous ne connaissons pas, enfin que nous connaissons mais que le grand public ne connaît pas. Et moi je souhaite vivement que
que toutes ces richesses soient exposées, soient partagées par le grand public. Donc ça passe par la création d'abord d'une grande salle d'exposition pour des expositions temporaires, ça sera en partie le cas dans la nouvelle maison de la culture, et puis peut-être, là j'en discutais récemment avec les responsables culture de Bourges, peut-être faire des expositions, alors là plus sur, on va dire, sur des statues, sur des œuvres, enfin bien sûr pas des toiles, l'exposition qu'on pourrait faire dans le jardin de l'Archevêché, par exemple, qui est un lieu sympathique, d'abord qui est fermé, c'est-à-dire qui permettent effectivement d'éviter les vols, et puis qui est un lieu qui est un peu magique et atypique pour ce type d'exposition, et qui est d'ailleurs très fréquenté par les berruyiers et les visiteurs, notamment l'été. Donc voilà, on a ce type d'idée à mettre en place et à développer très prochainement, mais vous avez raison, on doit faire encore davantage. Une dernière question posée par Wassila. Bonjour Monsieur le maire, quelques locaux semblent occupés au-dessus du centre commercial de la Chancellerie. Par qui s'il vous plaît, et les locaux vides le seront-ils bientôt, et par qui également? Alors là, vous touchez effectivement un problème que nous rencontrons, nous avons rencontré, on va dire, avec le centre commercial et tertiaire de la Chancellerie. Voilà, on est plutôt sur le tertiaire, hein, c'est tout cet espace qui se trouve au-dessus des commerces. Et bon, pour des raisons d'abord de crise économique, hein, tout ça c'est arrivé, on va dire, au mauvais moment. Donc on a eu une difficulté à trouver des entreprises qui veulent s'implanter sur ce secteur. C'est vrai que nous avions, on va dire, des coûts de location au mètre carré qui étaient relativement élevés. Donc tout ça mélangé a fait que nous avons peiné à remplir ce site. Et puis, il faut dire que quand une entreprise arrive dans un grand espace comme celui-là, quand elle se trouve toute seule, ça ne donne pas forcément bien envie. Et donc, pour amorcer la pompe, j'ai accepté d'ailleurs en particulier que le CIVI, qui s'occupe en particulier des cours d'eau sur une partie du département, puisse s'installer sur ce secteur. D'abord, ça donnera une vie à cet espace et ça donnera donc sans doute un peu plus envie aux entreprises qui veulent s'implanter de venir sur cet espace. Donc c'est un démarrage. Je pense qu'il fallait amorcer la pompe, c'est ce que j'ai souhaité faire en implantant le CIVI. Et je pense que même si le contexte économique est difficile, on devrait pouvoir effectivement, en travaillant sur l'attractivité de notre ville, notre agglomération, sur nos atouts, faire en sorte que des entreprises viennent s'installer sur ce centre tertiaire de la Chancellerie. Bien, écoutez, la séance arrive à sa fin, donc nous avons passé plus de 3 quarts d'heure ensemble. Je remercie d'ailleurs les internautes qui ont posé une fois encore des questions pertinentes. J'espère avoir apporté les réponses que vous attendiez. Je vous donne rendez-vous donc pour notre prochain chat vidéo le mercredi 14 janvier à la même heure, donc 19 h. Et puis, puisque l'occasion m'en est donnée, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt.